Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la stratégie gouvernementale sur les aides au carburant. L'opération déminage continue à 3 jours de la manif des Gilets jaunes. Édouard Philippe a annoncé une batterie de mesures ce matin. Elle concerne principalement les automobilistes modestes et les propriétaires de cuves de fioul. Emmanuel Macron devrait en dire plus ce soir sur TF1. Nous y reviendrons aussi d'ailleurs dès 22h pour une émission spéciale en direct. #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir deux communicants, Yasmina Jaffar à Thierry Vedel. Nous reviendrons sur la com agressive de Trump. 2 jours après avoir quitté le sol français, il poste des tweets assassins visant la France et Emmanuel Macron. Manque de décence élémentaire, nous dit Benjamin Griveaux. Le président français doit-il répondre à Trump? Ce soir, nous ouvrons le débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi le Brexit. Un accord technique a été trouvé hier soir entre Londres et Bruxelles. Il répond au vote des Britanniques, nous dit Theresa May. Ses détracteurs parlent au contraire de trahison. Rien n'est encore joué. On attend de savoir si ces ministres valident le texte. On devrait le savoir dans les minutes qui viennent. On en parle ce soir avec notre invité. C'est Philippe Turle, journaliste britannique à RFI. D'abord les faits avec Aurélien Romano. Journée décisive pour Theresa May qui doit obtenir le feu vert de son cabinet ministériel sur l'accord conclu hier avec Bruxelles. Un accord technique pour régler l'épineuse question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord en maintenant tout le Royaume-Uni dans l'union douanière. Il devra être adopté par le Parlement d'ici la fin de l'année, mais dès cet après-midi, la traditionnelle séance des questions au gouvernement a montré l'étendue du chemin encore à parcourir. Laisser un faux choix au Parlement entre l'accord raté ou pas d'accord du tout. Vous ne fournissez pas le Brexit pour lequel le peuple a voté. Pour protéger les emplois en Écosse, nous devons rester dans le marché unique. Entre les travaillistes qui parlent d'accords ratés, les conservateurs eurosceptiques qui crient à la trahison du référendum et les Écossais qui menacent à nouveau de faire sécession, Theresa May maintient le cap. Nous allons honorer le Brexit et le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 29 mars 2019. Si cet accord est avalisé par le Parlement, il ne se passera rien le 29 mars 2019, date effective du Brexit. Les négociations pourraient continuer bien longtemps encore entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et on va aller plus loin dans l'entretien avec nous ce soir. Philippe Turle, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste britannique à RFI. Theresa May est censée prendre la parole dans les minutes qui viennent. On saura si oui ou non elle a réussi à convaincre ses ministres. Un mot d'abord de ce retard. Ça prend beaucoup de temps. Elle était censée prendre la parole plus tôt. Finalement, ça prend beaucoup de temps. Comment vous interprétez cela? Oui, vous savez, quand vous devez convaincre et ceux qui sont pour un Brexit dur, à savoir qui veut quitter l'Union européenne sans aucun accord pour retrouver la souveraineté totale de la Grande-Bretagne, ceux qui veulent rester encore membres de l'Union européenne et ceux entre les deux qui sont un peu pour le Brexit et un peu pas pour le Brexit, ouais, c'est bien compliqué. Il faut quand même convaincre tout le monde. Donc ça explique ce retard. Là, ce qu'on a attendu aujourd'hui, pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas eu, c'est des démissions de certains ministres dans le gouvernement de Theresa May qui ne sont pas du tout d'accord avec cet accord qu'elle a réussi à obtenir avec Bruxelles. Alors, pour l'instant, Paris juge l'accord encourageant. De ce que l'on sait de cet accord dit technique, est-ce que selon vous, il n'a pas encore été dévoilé, mais il y a eu des fuites. Que vaut cet accord selon vous? Alors, c'est quand même un pavé de 500 pages qu'il faut éplucher. On ne l'a pas encore vu pour la totalité, mais il y a eu, comme vous dites, des fuites. La majeure partie, c'est que ce qui clochait depuis des mois avec le Brexit, c'est l'histoire de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. Pour la simple raison que le jour où la Grande-Bretagne s'en va, l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, ne sera plus membre de l'Union européenne et la République irlandaise le sera toujours. Donc, est-ce qu'on construit une frontière ou pas? Et ni la République irlandaise ni les Irlandais du Nord le souhaitent, pour 2 raisons. D'abord pour les histoires commerciales et deuxièmement parce qu'ils ont peur d'un relancement des troubles de la guerre civile qu'on a connue pendant une trentaine d'années entre les républicains et les loyalistes en Irlande du Nord. Tous ces combats, ces luttes ont été terminées avec l'accord de Vendredi Saint en 1998. Donc,
Pour le moment, personne ne veut cette frontière, mais si on part de l'Union européenne, on est obligé de construire une frontière quelque part. Donc la première proposition, c'est qu'on laisse l'Irlande du Nord dans la Union douanière, comme ça, pas de frontière, mais les loyalistes en Irlande du Nord, le DUP, qui fait partie du gouvernement, qui soutient le gouvernement de Theresa May, a dit non, nous ne sommes pas d'accord. Donc maintenant, la proposition qui est acceptée par Bruxelles, c'est que la totalité du Royaume-Uni reste membre de la zone douanière pendant une période à déterminer, on ne sait pas pour combien de temps, mais ça laisse la libre circulation de marchandises entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, il n'y aura pas de frontière fixe entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. Juste avant cette réunion avec ses ministres, Theresa May a déclaré ceci: ce que nous avons négocié est un accord qui répond au vote des Britanniques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, alors qu'on a plutôt le sentiment que ce serait un Brexit un peu plus doux, finalement? Alors, ça dépend comment vous l'interprétez, ce que dit Theresa May. Pour les Brexiteurs, ceux qui veulent un Brexit dur, ils disent que cet accord, c'est le pire, parce qu'on est pas dans l'Union européenne, mais on est encore sous le contrôle de l'Union européenne. Donc on doit... Donc c'est un Brexit... Voilà, on doit accepter les règlements de l'Union européenne en ce qui concerne la vente et l'achat des marchandises, mais on n'a plus notre mot à dire sur l'organisation de cette zone douanière. Donc elle n'a pas vraiment répondu au vote des Britanniques. Donc elle n'a pas vraiment répondu, mais elle dit, mais en contrepartie, nous allons gérer l'immigration nous-mêmes, nous allons avoir le contrôle de nos frontières, nous allons reprendre le contrôle de nos lois, et tout ça, ça va se faire après le 29 mars de l'année prochaine. Donc, c'est exactement pour cette raison que l'Union va voter en faveur du Brexit. Mais il faut quand même sauvegarder les entreprises britanniques et en particulier les entreprises de fabrication de voitures. Boris Johnson est très clair. L'ex-ministre des Affaires étrangères nous dit ceci: la bonne chose à faire serait d'aviser la Première ministre que cela ne sera pas acceptable à la Chambre des communes ou pour le peuple britannique, parce que l'accord ne remplit manifestement pas le mandat que le peuple britannique lui a donné en juin 2016. Parce qu'il y a aussi cette étape du Parlement, et quand bien même elle arriverait à convaincre ses ministres là, en ce moment même ou cet après-midi, ça pourrait ne pas du tout passer au Parlement. Vous savez, on est dans une situation loufoque où vous avez les pro-Brexit, ceux qui veulent absolument partir de l'Union européenne, et les anti-Brexit, ceux qui veulent absolument rester dans l'Union européenne, qui se réunissent en ce moment pour dire non à l'accord que Theresa May vient de signer avec Bruxelles. C'est quelque chose d'inouï que moi, je ne pensais jamais voir. Donc, vous avez raison. Elle a, premièrement, à convaincre son cabinet aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons le retard. Parce que et absolument. Et on apprend à l'instant, d'après des médias britanniques, que cela va durer encore 1 heure. Voilà. Donc, c'est pas facile. Elle a déjà été, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage, devant la Chambre des communes tout à l'heure pour répondre aux questions. C'était très houleux. Et donc, elle reste très ferme en disant, nous allons répondre, nous allons donner au peuple le Brexit qu'ils ont demandé en 2016 et qui sera effectif à partir du 29 mars de l'année prochaine. Le gros problème pour Theresa May, c'est pas aujourd'hui. Elle doit convaincre son cabinet. Peut-être qu'elle le fera. Le plus gros problème, c'est qu'elle doit convaincre la Chambre des communes, tous les parlementaires britanniques. Et une grande partie est pro-Brexit, donc ils ne sont pas d'accord avec ce qu'elle vient de signer avec Bruxelles. Une grande partie qui est anti-Brexit ne sont absolument pas du tout d'accord en disant c'est encore pire parce qu'on n'a plus notre mot à dire sur l'organisation de notre commerce avec l'Union européenne alors qu'on reste sous les lois de l'Union européenne. Et les autres qui disent mais c'est le pire des deux mondes, on n'a pas le Brexit qu'on... Mais d'après ce que vous décrivez, c'est quasiment mission impossible alors. Voilà, c'est presque mission impossible. Alors la seule chose qu'elle peut espérer, Theresa May, c'est qu'elle sait que le temps passe. Elle sait que c'est quand même mieux d'avoir un accord sans aucun accord, parce que vraiment le pire scénario pour la Grande-Bretagne, c'est qu'elle part de l'Union européenne en mars prochain, sans accord du tout, et on retombe sous les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, ce serait quand même catastrophique pour l'économie britannique. Tony Blair, qui est une voix qui compte tout de même en Grande-Bretagne, appelle les députés à refuser tout accord et à renverser Theresa May pour provoquer de nouvelles élections et redonner la parole au peuple. Est-ce que c'est un scénario envisageable? Redonner la parole au peuple en lui redemandant si oui ou non il a envie d'appartenir à l'Union européenne? Il y a deux choses. La première, est-ce que Theresa May risque d'être renversée? C'est pas sûr, parce que vous savez que le Parti conservateur n'a pas de majorité dans la Chambre des communes, mais ils veulent absolument rester au pouvoir. Donc si les conservateurs décident de renvoyer Theresa May de son propre poste de Premier ministre, et ils vont déclencher les élections générales qui ne sont pas sûres de gagner. Et donc ça ouvre la porte aux travaillistes et à Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste. Donc ça, c'est le scénario que les conservateurs veulent absolument éviter. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de dire, voilà, nous rejetons l'accord que vous venez de signer avec Bruxelles, donc il faut
un nouvel accord, à ce moment-là, on vous demande de partir, on nomme un nouveau Premier ministre, et à ce moment-là, on va peut-être demander à ce nouveau Premier ministre de demander un nouveau référendum. Mais on est loin de là. Donc, Theresa May a toujours refusé un deuxième référendum pour la simple raison, elle a dit on a voté en 2016, et le peuple a voté pour partir, et donc c'est le vote du peuple, on va le respecter, pas de deuxième référendum. En quelques secondes, quoi qu'il arrive, le lien entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est rompu? Pas complètement, parce que les choses sont tellement compliquées qu'il ne faut jamais dire jamais que la Grande-Bretagne va rester dans l'Union européenne. Il y a encore une mince espoir que tout ça ne marche plus, qu'il y a un deuxième référendum, que les gens votent en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. C'est extrêmement compliqué, mais là, tant les choses sont faites, on est plutôt en direction d'un départ en mars prochain, mais on ne sait pas trop comment pour le moment. Et on attend toujours de savoir si Theresa May a réussi ou pas à convaincre ses ministres, et on sait que ce n'est qu'une première étape. Merci infiniment Philippe Turle d'être venu analyser cette situation très complexe pour nous Français, journaliste britannique pour RFI. Merci beaucoup. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer Yasmina Jaffar à Thierry Védel. On va revenir sur les tweets assassins de Donald Trump contre Macron et la France. Cette agressivité du président américain mérite d'être analysée. Emmanuel Macron doit-il lui répondre très directement, très franchement, défendre les Français, ou doit-il au contraire l'ignorer? On se pose toutes ces questions juste après ce sujet de Cécile Sixou. Il n'a pas perdu de temps. À peine rentré de Paris, Donald Trump s'est attaqué à la France dans une série de tweets particulièrement virulents. 4 messages où il s'en prend vivement à Emmanuel Macron et notamment à sa faible cote de popularité. Il critique également les taxes trop élevées sur l'importation de vin américain en France. Injuste, selon lui, cela doit changer. Mais la charge la plus virulente concerne l'idée du président français de créer une armée européenne. Comment ça a marché pour la France? Il commençait à apprendre l'allemand à Paris avant que les États-Unis n'arrivent, faisant référence de manière peu diplomatique à l'occupation par l'Allemagne nazie. Enfin, dernière attaque, dans un 4e message, Make France Great Again, il propose de rendre sa grandeur à la France en écho à son slogan de campagne. En pleine commémoration des attentats de Paris, les tweets critiques de Donald Trump envers la France sont indécents selon Benjamin Griveaux. Hier, c'était le 13 novembre. Nous commémorions l'assassinat de 130 de nos compatriotes il y a 3 ans à Paris et à Saint-Denis. Et donc je vais répondre en anglais. Common decency aurait été de bonne loi. Pour Emmanuel Macron, qui a évoqué la question en Conseil des ministres, la diplomatie ne se fait pas à coups de tweets, mais dans les discussions bilatérales. Avec nous pour le match des idées ce soir, Yasmina Jaffar. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes communicante et fondatrice du site laruchemedia.com. Thierry Védel, bienvenue à vous également, chercheur CNRS au CEVIPOF et spécialiste en communication politique. D'abord, votre regard sur cette communication pour le moins agressive de Donald Trump. On a beau connaître son impulsivité, Yasmina Jaffar, on a quand même été choqués là. Oui, à force, on peut se dire qu'on a l'habitude, mais non, vraiment là c'était choquant parce qu'on a senti que c'était quelque chose d'épidermique, qu'il était vexé. Ça remonte peut-être à avril dernier, quand le président de la République française était face au Congrès et qu'il a été très applaudi. Ça remonte aussi peut-être à la terminologie autour du nationalisme et populisme. Donc il réagit épidermiquement de façon pas très calculée, mais en fait je pense que c'est calculé. Parce qu'il parle à sa base aussi. Et il a une façon de communiquer par le tweet, 140 signes, c'est monsieur 140 signes, pour pouvoir simplement dire à sa base, regardez, je suis proche de vous, je suis en campagne éternelle, et je prépare peut-être même ma réélection. Je suis capable de parler de la même manière que vous le faites avec les médias nouveaux, d'interagir avec le monde entier. Et je promets d'en découdre si jamais on me défie. Voilà, donc c'est une façon de prouver un petit peu plus sa force internationale. Et il se moque complètement du qu'en dira-t-on. Thierry Védel, vous êtes d'accord? C'est une communication absolument orchestrée, finement orchestrée, même destinée à sa population, et peu importe les pots cassés en termes de diplomatie? Oui, je ne sais pas si quelqu'un peut contrôler Donald Trump. À une époque, je crois juste au dernier moment de la campagne, je crois que son équipe de campagne avait essayé de contrôler ses tweets parce que ça devenait très très dangereux. Voilà, et je crois qu'il est vraiment hors contrôle de quiconque. Moi, je serais assez d'accord. C'est finalement à qui s'adresse-t-il? Est-ce que ça a vraiment de l'importance, ces tweets? Et
en effet, je crois qu'il s'adresse avant tout au système politique américain, à sa base électorale. La grande force de Trump, ça a été toujours d'entrer en résonance avec une partie de l'électorat américain qui était relativement négligée, à la fois par les républicains et les démocrates. N'oublions pas que la victoire de Trump, c'est aussi des démocrates touchés par la crise, notamment dans certains États industriels qui ont voté Trump. Voilà. Donc je crois qu'il entre en résonance avec finalement des tweets assez simplistes, mais à chaque fois les gens se disent « Ah oui ». Voilà, c'est un peu ce qu'on pense. Alors, hier, après cette série de tweets, au cours d'un déjeuner organisé par l'Association de la presse présidentielle, un conseiller d'Emmanuel Macron a déclaré ceci. Est-ce qu'un haussement d'épaule est une réaction ? Pour lui, les tweets de Trump étaient, je cite, effectivement, faits pour les Américains, sinon ils ne seraient pas écrits en anglais. Et puis, il y a eu la réaction de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui, lui, déplore, je le cite toujours, un manque de décence élémentaire. Est-ce que pour vous, les réactions côté français sont suffisantes ? C'est un peu circulé, il n'y a rien à voir, mais est-ce que ça suffit ? Non, du tout. Ce soir, il y a une allocution importante d'Emmanuel Macron. Je regrette qu'elle soit faite sur un porte-avions parce que l'idée, c'est de renouer le lien avec les Français. Donc, un porte-avions, ça me paraît un peu froid, mais parenthèse mise à part, non, ça n'est pas suffisant. Donc, j'espère que ce soir, il va y avoir une réponse. Alors, pas un tweet, bien sûr, il ne faut pas répondre de la même manière et rentrer dans cette valse vulgaire. Mais par contre, réagir, parce qu'il a touché les Français, il a touché la France et il a touché notre histoire. Donc, à partir du moment où on nous indique qu'en 1940 ou peut-être avant, on était tous des collaborateurs, là, ça n'est pas possible. Donc, c'est l'instant important pour Emmanuel Macron de montrer une fermeté. Et il a aussi expliqué, face à cette semaine de commémoration et à ce 11 réussi, qu'il était un peu le seul dans l'opposition, le seul à pouvoir interagir face à la folie peut-être de Chine, de Russes et la nouvelle folie américaine. C'est ce qui a blessé aussi, je pense, Donald Trump, c'est d'être comparé à la Chine et à la Russie. Donc c'est le moment de montrer qu'en effet, il est peut-être seul, vu que Mme Merkel est un peu en délicatesse, mais qu'en tout cas, il pouvait maintenant répondre et agir de toute sa force. La solitude, parfois, là, a peut-être bon dos. Thierry Wedel, ça ne va pas être évident de choisir les bons mots pour répondre à Trump sans tomber effectivement dans cette salve d'attaques, effectivement peut-être un peu vulgaire. Qu'est-ce que vous conseilleriez au chef de l'État si vous aviez à conseiller dans cette situation ? C'est très difficile parce qu'on est hors des codes de la diplomatie d'abord, qui est généralement beaucoup plus pacifique, quitte à parler la langue de bois, et hors des codes de la communication. Donc c'est très très délicat en l'occurrence. Mais il doit absolument répondre, selon vous ? On peut aussi traiter ces tweets par le dédain, en disant finalement c'est quelque chose d'individuel, il exprime une opinion, certes, il est président des États-Unis, c'est pour ça qu'on accorde de l'importance. Les mêmes tweets produits par n'importe qui seraient passés complètement inaperçus. Donc peut-être il faut mettre la pédale douce en l'occurrence, parce que je crois que Justin Trudeau s'est déjà heurté Theresa May, et à chaque fois c'est très délicat. Oui, c'est contre-productif. Ouais. Alors côté français, il y a eu aussi des réactions des responsables politiques. Je vais vous en citer quelques-uns. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui nous dit « Je suis opposant à Emmanuel Macron, mais j'ai une solidarité avec lui. On n'insulte pas la France et les Français. » Le député LR, Éric Ciotti, « Ça n'est pas insultant ce que dit M. Trump, c'est vrai. » Le député RN, Gilbert Collard, je trouve qu'il a absolument raison dans ce qu'il dit sur Macron. Finalement, on a un président américain qui ternit l'image du président français à l'intérieur même de ses propres frontières. J'ai l'impression que peut-être, à force d'attaquer le président français venu de l'extérieur, parce que quand le président se balade en France, il a tendance à être dur avec nous. Mais que ça vienne de quelqu'un d'autre, même si aujourd'hui Donald Trump en France a 75% de personnes qui l'aiment moins, alors qu'il y a un an c'était 90%, donc ça marche sa façon de fonctionner, parce que même en France on trouve qu'il est intéressant au final, parce qu'il a des résultats économiques dans son propre pays. Mais que l'insulte vienne d'ailleurs et pas de notre président, là non, je pense qu'il en est trop. Donc ça peut resserrer des liens autour de lui, donc je suis plutôt d'accord avec Olivier Faure de ce côté-là, et peut-être d'apporter une réponse ferme pour pouvoir se faire entendre et créer vraiment un lien autour d'une impopularité. C'est vrai que Emmanuel Macron n'est pas très apprécié aujourd'hui des Français, mais on ne sait jamais, peut-être que les attaques extérieures peuvent servir. Oui, on a presque un Trump qui est encore plus apprécié en France, contrairement à Emmanuel Macron, Thierry Wedel. Trump apprécié, je ne sais pas, mais en tout cas... Là, on a deux représentants politiques qui nous disent il a raison. Voilà, mais on aura toujours des gens pour trouver que le franc-parler, c'est une bonne chose, parce que c'est sur ça qu'il construit aussi toute sa communication. Je parle vrai sans
sans tous les atours, voilà, sans filtre, en communication directe, bien entendu, et puis sans le vocabulaire habituel de la communication. Je dis les choses crûment. Et alors peut-être aussi, encore une fois, moi j'aurais tendance à penser qu'il faut être très prudent et pas lui accorder énormément d'importance parce qu'il y aura d'autres tweets. Deuxième thème de ce match, cette petite phrase très remarquée de François Hollande, très remarquée à juste titre, puisqu'elle signe le retour quasi officiel de l'ex-président en politique. Elle a été repérée et filmée par nos confrères de Quotidien. Regardez. On regrette beaucoup. Hein. Merci, moi aussi je vous regrette, vous savez. J'aimerais bien d'ailleurs que vous veniez nous voir. Un bisou. Un bisou. Vous êtes retiré de la vie politique intégralement ou pas? Non. Vous allez revenir? Je vais revenir. Si on revoit la séquence, François Hollande fait la photo, puis la bise à la dame, et là, il regarde notre caméra. Non. Vous êtes retiré de la vie politique intégralement ou pas? Non. Vous allez revenir? Je vais revenir. Thierry Vidal, c'est une séquence de communication assez extraordinaire à analyser quand même. Il n'y a effectivement, a priori, pas du tout d'improvisation. Il voit la caméra, il la regarde et il prononce une phrase qui est loin d'être anodine. Je vais revenir. Oui, peut-être veut-il, mais le peut-il? Parce qu'il faut quand même se souvenir que François Hollande a été le président de la République le plus impopulaire de la Ve République. Je regardais avant de venir à l'émission. Oui. Donc il a terminé son mandat avec 22% de popularité selon le baromètre IFOP, qui est celui qui est le plus constant depuis 1958. Et en moyenne, il avait 25% durant son mandat. Sarkozy faisait un petit peu mieux, pas beaucoup mieux, mais un petit peu mieux à la fin. Donc ça va être difficile. Et dans toutes les enquêtes qu'on a faites avant même la campagne présidentielle, François Hollande souffrait d'un déficit d'image et notamment beaucoup de Français trouvaient qu'il n'avait pas l'étoffe d'un président. Alors peut-être il peut revenir, mais où? Le Parti socialiste est quasiment en très mauvais état. Il a déménagé, ce qui est tout un symbole. Mais il a perdu beaucoup d'élus. Je ne crois pas que les socialistes, les militants qui restent encore, les élus, attendent avec impatience François Hollande pour reconstruire le Parti socialiste. Yasmina Jaffar, comment vous analysez cette séquence? Ça fait presque penser à I'll Be Back dans Terminator ou à même I Shall Return du général américain MacArthur. C'est très calculé, on est loin de l'impro. Complètement. Moi, je pense qu'il n'est jamais parti. Quand il a dit d'Emmanuel Macron qu'il était le président, non pas des riches, mais des très riches, il était déjà dans le commentaire du commentaire, alors qu'il venait à peine de quitter l'Élysée. Donc il y a quelque chose en lui qui n'a peut-être pas accepté le fait de ne pas pouvoir se représenter. Il avait peut-être prévu d'être là au moins une bonne dizaine d'années. Ça n'est pas le cas. Donc le destin a un peu défié son désir. Et comme Lacan dit, il ne faut pas céder sur son désir. Donc je pense que c'est ardent. Il y a une autre chose aussi, c'est que les présidents depuis Obama et Sarkozy sont élus jeunes. Il y a beaucoup de temps après. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? On erre dans le Conseil constitutionnel, mais ça suffit pas. Surtout quand on a fait que cela, voilà, de la politique. Que ça. Et ça renvoie justement au débat sur la professionnalisation du monde politique. Donc aujourd'hui, moi je pense que ni Sarkozy, ni Ségolène Royal, ni François Hollande ne sont attendus et ne pourront revenir. Et si jamais parmi les trois, il y en a un qui peut revenir, ou une, ça serait Ségolène. Parce que quand on regarde la communication, donc il a fait preuve hier, en regardant bien la caméra. Donc c'est absolument calculé. Pour moi, ça manque un petit peu de finesse. Alors que Ségolène Royal a écrit un livre, et sur ce livre, il y a une couverture qui ressemble très clairement à un tract. Donc elle présente, il y a une campagne de communication, elle va chez Laurent Ruquier, enfin tout est très organisé. Elle prépare son propos, tout en disant bien sûr que je ne serai pas là, ou peut-être je vous dirai ça en janvier. Donc elle prépare. En plus, c'est un symbole. Lui ne l'est pas. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le symbole est un peu négatif parce qu'à part... on a commémoré hier la date horrible du 13 novembre 2015. À part cet instant où il y a une vraie unité autour de lui, en effet, il n'avait pas l'étoffe d'un président. Moi, c'est ça que je retiens, c'est qu'à ce moment-là, il a été un grand président. On ne s'est pas déchiré et comme en plus les attentats ne vont, j'espère pas continuer, mais en tout cas ne vont pas s'arrêter d'ici là, je trouve qu'il a été quelqu'un d'assez important à ce moment-là. Mais Ségolène Royal est un symbole, elle, par rapport à le fait qu'elle soit une femme, la première fois, qu'elle ait parlé le plus tôt possible de la difficulté d'être une femme en politique. Et la seule chose que je lui reprocherais peut-être, c'est de se mettre dans la roue du hashtag MeToo, alors que c'est elle qui l'a déjà amorcé et dit il y a peut-être 10, 15, 20 ans. Voilà. Donc voilà, c'est moi ce que je pense. Alors, vous l'avez dit, était-il vraiment parti? En fait, on s'aperçoit, quand on se plonge un peu dans les archives, que cette phrase n'est que l'aboutissement d'une série d'autres séquences qui nous préparaient déjà à ce retour. François Hollande ou la chronique d'un retour annoncé, regardez plutôt.
Je ne suis jamais parti de la vie politique. Est-ce qu'on se dit « je reviendrai » ? Il ne faut surtout pas se le dire. On le pense ? On peut parfois le penser, mais mieux vaut pas le dire. Si je venais voir mes compatriotes avec cette idée obsédante du retour, ils ne me regarderaient pas de la même manière. Je préfère qu'ils me disent « on vous regrette » ou « quand est-ce que vous revenez » plutôt que ce soit moi qui leur dise « j'arrive ». Et c'est exactement ce qui s'est passé finalement. Mais moi je pensais, il y a une théorie célèbre en sciences politiques qui est due à Jean-Luc Parodi, qui dit, et c'est la théorie des actes lourds, il disait « ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis ». Voilà, et je crois qu'il y a des actes lourds à certains moments qui structurent durablement l'image d'une personnalité. Ça a été le cas pour Sarkozy, l'image qui s'est créée au tout début de son mandat. Fabius aussi, rappelez-vous, l'affaire du sang contaminé. Et ensuite, toutes les tentatives, malgré la communication parfois sophistiquée qui est déployée, ne peuvent pas arriver à redresser l'image. Ça imprègne très durablement. Et je crois que sur François Hollande, ça va être très 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 difficile. Alors, il a sûrement envie de revenir, mais sur quoi il peut se baser? Alors, j'imagine, comme il signe beaucoup de signatures, et c'est un succès de librairie son livre, certes, et ça pose toute la question de comment on arrive à mesurer l'opinion publique et les changements, la dynamique de l'opinion publique. Est-ce qu'un succès de librairie, c'est un indicateur suffisant? Là, pour le coup, je ne crois pas. On a l'exemple Nicolas Sarkozy, qui a été un ratage total. Son retour a été raté. À chaque fois que quelqu'un a tenté de revenir, ça n'a pas fonctionné. Valéry Giscard d'Estaing a tellement tenté, et finalement, ça n'est pas possible. Même si Emmanuel Macron parlait de l'ancien monde, les Français ont vraiment besoin de nouveautés. Et ces noms-là ont été beaucoup trop empruntés. Il y a une rupture, et cette rupture, elle n'est pas en France simplement, elle est dans le monde entier, cette rupture, avec les élites, une défiance par rapport aux politiques qui ont professionnalisé leur mandat. Donc non, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'espoir. Maintenant, c'est difficile d'enterrer. Et puis il y a un aspect générationnel, comme vous le disiez, parce que je crois qu'il y a une aspiration aussi à avoir de nouvelles générations de responsables politiques. Bien sûr, et il faut maintenant que cette génération ait du charisme et un peu de bagou. Voilà. Dernier thème de ce soir, qui fera d'ailleurs la transition avec notre grand débat juste après ce match, la communication atypique, elle aussi, des Gilets jaunes. Comment tout cela est-il arrivé? On va refaire un peu l'historique. Première grosse alerte, le 17 septembre, 40 millions d'automobilistes lancent l'opération Coup de pompe pour dénoncer ce qu'ils appellent la surtaxation des carburants. Le 10 octobre, 2 chauffeurs routiers originaires de Seine-et-Marne lancent sur Facebook un événement intitulé « Blocage national contre la hausse du carburant », c'est le fameux 17 novembre. Et puis le 12 octobre, Priscilla Ludowski, l'auteur de la pétition pour une baisse des prix du carburant à la pompe, partage l'événement, relance sa pétition et atteint le 1 million de signatures. Finalement, ils ne sont pas du tout passés par les canaux de communication traditionnelle, Yasmina Geffar. Comment on analyse une telle émergence d'un tel mouvement? Justement, c'est un tel mouvement, une telle émergence, mais c'est nouveau. Les médias s'intéressent aux phénomènes nouveaux. Comment mesurer l'impact que ça aura samedi prochain? On ne sait pas du tout, parce qu'on est dans l'expectative. Ils ont utilisé, en effet, Twitter, Snapchat, WhatsApp Facebook. Pour se faire entendre, Facebook pour se faire entendre. Il n'y a pas de leader. On parlait de Priscilla, mais il n'y a pas de leader. Il y a eu, je crois qu'elle s'appelle Jacqueline... Oui. Voilà. Donc il y a tous les jours un nouveau leader, un nouveau représentant qui ne se représente pas en tant que tel, mais on a décidé, nous, peut-être médias, qu'ils allaient être les nouveaux représentants. Parce qu'on en cherche des leaders. Voilà, exactement. Ils nous sortent de nos habitudes. Donc qu'est-ce qu'il va se passer réellement le 17? Est-ce que ça peut faire pchit avec des débords incroyables et des accidents, ou est-ce que ça va être pacifiste, intelligent, poli? On ne sait pas du tout, c'est une nouveauté, c'est totalement inédit. Mais il faut se méfier de la loupe média. Vraiment, il faut s'en méfier. Ouais. Et peut-être qu'on en a besoin de leader, effectivement, Thierry Vidal. On ne sait pas si ça va fonctionner. On se dira peut-être à l'issue de ce mouvement, s'il est raté, qu'ils ont besoin de leader, en fait. Oui, c'est un éternel problème de tout ce qu'on appelle les mouvements grassroots qui démarrent depuis le bas, sans organisation politique instituée. Quoi, pardon? Grassroots. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent des racines, de l'herbe, du terrain. Merci pour la traduction. Pardon pour mon accent anglais. Et donc, il y a toujours 3 problèmes avec ce type de mouvement. Il y a un premier problème, c'est la représentativité. Est-ce qu'ils représentent vraiment quelque chose au-delà un petit peu de l'exaspération tout à fait compréhensible? Et est-ce qu'ils ont des représentants aussi? C'est-à-dire des gens qui sont capables d'être les porte-paroles. Et ça pose la deuxième question, celle de l'homogénéité. C'est-à-dire, est-ce que tous les gens qui sont derrière
Bon, ils sont tous d'accord sur le prix de l'essence, mais au-delà de ça, est-ce qu'ils partagent en commun d'autres intérêts qui peuvent donner de la consistance à leur mouvement? Et puis la pérennité, on a vu beaucoup de mouvements qui très rapidement, et récemment encore un autre qui était celui de Pas de vague des enseignants, très rapidement, mais il a fait un peu pchit, alors qu'on pensait qu'il aurait un peu plus de durée. Et on parle de grande bataille de com', c'est le titre qu'on a choisi pour cette partie. En quelques secondes, comment vous trouvez la communication du gouvernement qui a contre-attaqué aujourd'hui et ces derniers jours? Oui, il y a peut-être une toute petite erreur de timing parce qu'en intervenant ce soir, on a le sentiment que vraiment, et c'est une rampe de lancement pour ce qui va se passer le 17, alors que peut-être, on vient de le dire, le 17, il ne se passera rien, et que ça montre aussi une panique de la part de l'exécutif. Donc, c'est pas très, très habile. On sent plutôt, en effet, une catastrophe là. Thierry Bédet, vous êtes d'accord, pas très adroit? Oui, ce qui est très délicat, c'est un vieux problème de la communication politique. Vous avez d'un côté quelque chose qui se passe, qui est dans un registre très émotionnel, des gens qui réagissent, et il y a une réponse qui doit être celle du gouvernement, mais peut-être elle est encore trop prématurée, qui est dans le domaine de la rationalité, des chiffres, des catégories abstraites. Et il faut... C'est ça la difficulté pour le gouvernement, attendre un petit peu, marquer de la compassion, de l'intérêt, de l'écoute, avant même d'apporter des réponses qui sont très théoriques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, continue avec le grand débat. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. On va revenir donc sur cette affaire des Gilets jaunes qui a provoqué, on l'a dit, l'annonce d'une salve de mesures en faveur des ménages modestes. Chèque énergie élargi, doublement de la prime à la conversion. Le gouvernement est-il à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux? On va essayer de répondre à ces questions avec nos invités après ce sujet de Jonathan Duprier. Pour calmer la colère des Français, Édouard Philippe dévoile son arsenal. Une série de mesures censées limiter l'impact des dépenses en énergie sur le pouvoir d'achat. Premier geste du gouvernement, instaurer une super prime à la conversion pour les foyers modestes. Nous allons développer massivement la prime à la conversion automobile. Aujourd'hui, vous avez des primes à la conversion, elles peuvent monter à 2 000 €. Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super prime soit créée qui permettra de passer à 4 000 €. À cela s'ajoutent d'autres aides. D'abord, les conditions d'éligibilité au chèque énergie seront élargies. 5,5 millions de Français pourraient en bénéficier contre près de 3 actuellement. Une prime pour se débarrasser des chaudières au fioul d'ici à 10 ans sera mise en place, ainsi qu'un système d'indemnité kilométrique étendu aux gros rouleurs. Des mesures bien insuffisantes pour Laurent Wauquiez. Le président des Républicains dénonce un arsenal trop faible. Ce qui a été annoncé ce matin, c'est 500 millions d'euros de subventions. Je résume, parce que c'est toujours bon de temps en temps de prendre un peu de recul. On va nous mettre des petites subventions pour financer des hausses massives de taxes. Il fallait quand même y penser. Mais jusqu'où est-ce qu'on va aller dans l'absurdité? Pour certains sénateurs, le gouvernement laisse une nouvelle fois les classes moyennes de côté. Depuis plus de 2 ans maintenant, les classes moyennes sont laissées pour compte. Elles sont considérées comme celles qui accepteront toutes les mesures. Il y a une forme de totale incompréhension. Le financement de ces mesures sera pris en charge par le budget de l'État. Toutefois, Matignon ne précise pas comment ces nouvelles dépenses s'intégreront dans un budget 2019 déjà contraint. Avec nous pour le grand débat dont on va plus loin ce soir, Ladislas Poniatowski, bonsoir, sénateur LR de l'Eure, bienvenue à vous. Jean-Baptiste Djebari, bonsoir. Député La République En Marche de la Haute-Vienne. Éric de Caumont, bonsoir, avocat spécialiste en droit routier, président de l'Association des avocats de l'automobile. Et Corinne Lepage, bonsoir et bienvenue à vous également, présidente de CAP 21, le rassemblement, ancienne ministre de l'Environnement. Avant d'en venir au détail des annonces du gouvernement, je voudrais votre avis général sur la gestion de ce dossier. On est à 3 jours de la manif des Gilets jaunes, Ladislas Poniatowski. La pression populaire a semblé forcer le gouvernement à revoir sa copie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a eu un exécutif acculé. En tous les cas, on a eu l'impression d'un exécutif qui n'écoutait pas beaucoup, qui n'entendait pas beaucoup. Mais je suis peut-être un petit peu faussé parce que je suis un élu d'un département rural. Et en ruralité, c'est vraiment un problème grave. Oui, mais c'est important de l'entendre. Non, mais la voiture, c'est l'instrument de travail, c'est celui qui vous permet d'aller voir votre médecin, emmener vos enfants à l'hôpital, aller à l'école, au collège. C'est indispensable. Et donc, dans la France rurale, ils ont vraiment eu l'impression d'être totalement face à un front, pas du refus, un front d'incompréhension devant cette grogne qui est quand même très, 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 très sévère. Et à mon avis, on le verra samedi prochain. Corinne Lepage, on a entendu Louis Alliot chez Rassemblement National déplorer, je le cite, des décisions prises dans l'urgence pour pallier une grogne sans plan à grande échelle. C'est ce que vous pensez aussi? Vous parlez des mesures annoncées ce matin par le Premier ministre.
Elles vont dans la bonne direction, mais elles ne sont pas, à mon avis, à la mesure du problème. Parce que derrière cette colère, il y a quand même un sentiment de très grande injustice. Monsieur le sénateur Poniatowski en parlait au niveau de la ruralité, mais je dirais que c'est plus général. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment d'être matraqués fiscalement et de manière très injuste. Or, si on peut consentir de faire des efforts, on ne le fait qu'à la condition de penser que c'est juste et également réparti. Et je pense que ça ne l'est pas. Bon, ceci dit, moi, je ne vais pas prendre position contre la taxe carbone parce que je suis pour. Je ne vais pas prendre position contre l'égalisation du prix du diesel et de l'essence parce que je suis pour. Et je trouve un peu dommage que des gens qui étaient pour soient subitement contre. Voilà, donc je pense qu'il faut de la cohérence. Mais Globalement, en revanche, vous nous dites que ça va dans le bon sens. Sur les mesures, oui, et puis elles ont été prises avant, ces mesures-là. Enfin, je veux dire, elles n'ont pas été prises ce matin. Par contre, là où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, c'est que ça va ramener des sommes astronomiques à l'État, puisque ça va faire jusqu'à 10 milliards, et là, les mesures représentent 500 millions. Donc, voilà. Oui, mais à la condition que ça aille aux gens pour leur permettre de changer, et notamment de changer de véhicule. 4 000 €, ça ne suffira pas pour un certain nombre de gens, c'est tout à fait clair. Jean-Baptiste Djebbari, je vais vous laisser répondre évidemment à tout cela dans un instant. Je voudrais terminer ce tour de table avec votre point de vue, Éric de Comont, sur ce plan annoncé ce matin par Édouard Philippe. Manifestement, et j'abonde dans le sens de ce qui a déjà été dit, du moins dans l'ensemble, c'est qu'effectivement, moi ce qui me chagrine, c'est que le but poursuivi, personne ne peut être contre. Il est extrêmement noble. Il s'agit effectivement d'écologie. L'écologie, c'est l'avenir. Il n'y a pas d'avenir sans prise de conscience écologique. Bon, à partir de ce moment-là, c'est pas parce qu'on est tous d'accord sur le but à poursuivre qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment, en ne prenant pas en compte effectivement les spécificités des territoires et de la ruralité, en prenant des mesures, si ce n'est dans la précipitation, du moins totalement insuffisantes. Vous savez, quand on vous dit on va vous donner entre 1000 et 5000, on est arrivé à 5000 ce matin euros pour le remplacement pour les gens modestes pour acheter un véhicule soit électrique, soit hybride, c'est bien. Vous connaissez le premier prix d'un véhicule électrique ou hybride. Et il faut compter 20 000 €. Donc à partir de ce moment-là, on vous dit, tenez, on va vous donner 5 000 €. Vous allez faire reprendre votre diesel dont personne ne veut plus. Bien entendu, parce que ça n'a plus aucune valeur sur le marché. C'est inutilisable dans quelques années. Ça sera interdit partout en France. Donc, on va vous laisser récupérer une misère chez le concessionnaire qui va vous vendre une belle voiture hybride à 15 000 ou 20 000 €. Et à partir de ce moment-là, vous vous débrouillez pour trouver les 10, 12 000 qu'il faut de plus pour pouvoir passer. Et je dirais même qu'il y a quelque chose qui m'a encore plus choqué dans ce que j'ai entendu ce matin. C'est que j'ai entendu dire que, même si la prime sera moins conséquente, de 4 000 ou de 5 000, si j'ai bien compris, pour les ménages modestes, on vous autorise à bénéficier de cette prise si vous achetez un véhicule d'occasion diesel. Et là, je dis, mais on marche sur la tête. Parce que peut-être que c'est vrai. Oui, bien sûr, il y a des diesels plus vertueux parce qu'ils sont plus récents que les anciens. C'est déjà moins pire. Mais vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, Paris s'apprête à interdire définitivement le diesel. Et la grande métropole parisienne, les 70 communes, ont déjà annoncé que de toute façon, c'était fini pour le diesel à terme très bref. Et ça va gagner toutes les métropoles de province. Donc ça veut dire, on vous dit, achetez une diesel, on vous aide. Et puis dans quelques années, de toute façon, il faudra encore en racheter autre chose parce que ça ne marchera plus. On va aller dans le détail des mesures dans un instant, mais je suis sûre que Jean-Baptiste Djebbari a envie de répondre à toutes les critiques, manque d'écoute, mesures insuffisantes, précipitées. Qu'est-ce que vous nous répondez ce soir? Peut-être dire d'abord que le point de départ, c'est quand même de considérer, et ça je pense que tout le monde peut être d'accord autour de la table, que le pétrole, c'est une énergie qui est chère. C'est une énergie qui est produite à l'étranger, qu'on ne maîtrise pas, en plus dans un environnement du Moyen-Orient qui est instable. Et c'est une mesure qui est polluante, en tout cas c'est une énergie qui est polluante et qui emporte des conséquences graves, voire gravissimes, sur la pollution de l'air, donc notre santé. Et ça, je pense que l'objectif sur lequel nous ne transigeons pas, c'est bien sûr la fiscalité écologique qui permet d'accompagner ce mouvement vers la sortie des énergies fossiles. Nous avons cherché à faire deux choses. D'abord, effectivement, enrichir la prime à la conversion, qui fait exactement ce que vous dites, mais contrairement à vous, je considère que pouvoir changer, rajeunir le parc, même effectivement en achetant un véhicule diesel qui pollue moins, qui coûte moins cher, pour faire la transition. Et vous savez qu'en France, plus de la moitié des véhicules en circulation consomment plus de 7 litres au 100. Et aujourd'hui, vous avez des véhicules qui produisent moins de gaz à effet de serre, qui produisent moins de particules fines, qui consomment moins. Donc voilà, enfin je veux dire, ça c'est la transformation du parc, c'est du moyen terme, c'est 10-12 ans pour arriver à avoir un parc beaucoup plus sobre. Et après, il y a les mesures, je finis vraiment d'un mot, les mesures qui visent à toucher deux publics qui sont des publics prioritaires pour nous, et je suis élu en Haute-Vienne, donc un territoire vraiment rural, des mesures qui visent à faciliter
le paiement de la facture énergétique pour les plus modestes, c'est autour du chèque énergie, et effectivement à trouver, à régénérer le barème kilométrique pour les petites cylindrées, pour ceux qui sont les actifs gros rouleurs, pour le dire comme ça. Je pense que nous adressons le fond de la grogne, et on voit bien que autour du 17 novembre, c'est agrégé plein de contestations un peu multiples. Et on l'a largement confuse. abordé sur Public Sénat d'ailleurs. Oui. Je voudrais juste qu'on s'arrête effectivement sur cette mesure qu'on appelle la super prime à la conversion, censée aider les Français à se doter de véhicules propres. Selon une étude révélée par Le Monde, le dispositif favoriserait surtout l'achat de voitures diesel dans 47% des cas, de voitures à essence dans 46% des cas, principalement d'occasion à 60%, contre 7% de véhicules électriques. Ça n'est pas un problème, nous dit en substance François de Rugy, interrogé par Public Sénat. Le dispositif atteint sa cible. Écoutez. Dans tous les cas, ce sont des voitures qui polluent moins, qui consomment moins et qui coûtent moins cher aux automobilistes à l'usage. Et c'est ce que nous avons voulu. Problème, son de cloche un peu différent 2 heures plus tôt du côté d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Il faut effectivement que cela permette d'aller vers plus de véhicules propres. Écoutez. Il me semble très important, si cela est vraiment possible aujourd'hui, de revoir les critères effectivement qui font que les gens bénéficient de cette prime à la conversion, car l'objectif c'est d'aller vers des véhicules hybrides ou électriques, en tous les cas plus propres, et le diesel doit clairement disparaître aujourd'hui de nos actes routiers. Corinne Lepage, on vient se demander si cette super prime est vraiment écolo. Moi je me bats... Monsieur Poniatowski doit s'en souvenir, ça fait 25 ans que je me bats pour qu'on sorte du diesel, précisément à cause des impacts sanitaires que ça peut avoir. Donc très franchement, je ne comprends pas bien qu'on encourage les gens, je suis d'accord avec monsieur de Coumont, qu'on encourage les gens à aller acheter des diesels. Ça me paraît un peu ridicule. Il faudrait qu'ils n'achètent en fait que de l'essence ou des hybrides, mais c'est vrai que les hybrides et les électriques, c'est cher. Alors peut-être pas 20 000 le premier prix, c'est probablement les Zoé et tout ça, c'est quand même un peu moins cher que ça, mais c'est vrai que c'est quand même cher. Parce que le problème des véhicules électriques, il faut être quand même conscient d'un certain nombre de choses, c'est que tout ça, ça me donne le sentiment d'une précipitation. Alors, je sens que vous allez me répondre, c'est parce qu'ils n'ont rien fait avant, que maintenant, il faut qu'on se dépêche et qu'on se bouge un peu plus. Et là, je suis assez d'accord avec vous. On ne peut pas dire que ça a beaucoup bougé depuis le Grenelle de l'environnement, depuis un certain nombre d'autres étapes. Et peut-être qu'on est forcé de rattraper un peu ce retard, peut-être à marche forcée, mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que les grognards des territoires, ils crèvent à force de la marche forcée. C'est ça le problème. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'effectivement, le véhicule de remplacement propre, c'est effectivement l'hybride ou l'électrique. Bien. L'hybride, c'est dans les 20 000 quand vous voulez effectivement un hybride. Un électrique, ça peut être moins cher. Mais le problème qu'on a encore à l'heure actuelle, c'est l'autonomie des véhicules électriques. Parce que le véhicule électrique comme deuxième véhicule urbain, c'est génial. Pour les administrations, pour un certain nombre de distributeurs, de livreurs en zone urbaine, c'est évidemment la solution idéale. Mais si vous voulez effectivement partir en week-end ou en vacances au-delà d'un certain nombre de kilomètres avec votre véhicule électrique, c'est terminé, c'est mort. Vous ne pouvez pas le faire. J'ajoute qu'il faut se projeter tant qu'à faire, essayer de rattraper le retard, à plus long terme. Parce que moi, je veux bien une France remplie de véhicules électriques. Pourquoi pas ? Je précise juste 2 choses. C'est que premièrement, pour ça, d'après les estimations, il faut qu'on construise environ 9 centrales nucléaires supplémentaires. Ça n'a pas l'air d'être dans l'air du temps. Il faut demander à M. de Rugy, je ne crois pas que c'était son programme. Deuxièmement, il faut savoir aussi qu'une voiture électrique, elle n'est pas si écologique que ça. À l'usage, si. En ville, oui, elle émet rien. D'accord. Sauf que donc, il y a une centrale nucléaire qui lui fournit son électricité et que par ailleurs, il faut produire de la batterie électrique et puis il faut la recycler après. Et ça, c'est un énorme problème dont je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment été pris en compte sur une grande échelle. Jean-Baptiste Djebari et ensuite Ladislas Poniatowski. Alors, plusieurs choses. D'abord, ces mesures s'articulent avec non seulement la loi mobilité, qui dira un certain nombre de choses, effectivement, sur l'aménagement du territoire, les bornes. Il y a un très bon rapport qui a été remis par la Commission de régulation de l'électricité sur le sujet, qui envisage très concrètement comment et pour qui déployer ces bornes. Ensuite, ça se phase avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous allons dire un certain nombre de choses, à la fois effectivement sur les carburants, sur ce que nous mettons aussi en place sur la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique des bâtiments et sur le mix électrique. Et je m'inscris un peu en faux sur ce que vous dites parce que nos calculs nous disent qu'on peut avoir 8 millions de véhicules électriques à horizon 20 ans à consommation, c'est-à-dire un mix électrique constant. Enfin, selon... Il y a 40 millions d'automobilistes. Absolument, mais 8 en 15 ans, vous voyez que c'est quand même une transition qui est majeure. C'est un bon début. Mais je vous disais, moi, dans mon exemple, si nous passons tous à l'électrique, pourquoi pas, si on arrive à obtenir l'autonomie, si on solutionne la problématique
écologique de la fabrication et du recyclage des véhicules électriques en fin de vie, il va falloir faire rouler 40 millions de véhicules. Et là, je pense qu'on n'a pas les moyens sans avoir de l'énergie supplémentaire. Et l'énergie, éventuellement, nucléaire, c'est la plus facile. Renouvelable, très probablement. Et par ailleurs, il y a une vraie filière de recyclage des véhicules dans un second temps, dans une seconde vie, auprès des véhicules utilitaires légers. Ça, il y a plusieurs startups françaises qui développent ces technologies. Moi, je crains qu'avec ce débat, on soit totalement à côté de la plaque. Alors, dites-nous. Comment voulez-vous que ceux qui sont en train de préparer leur gilet jaune écoutent les deux ministres qu'on vient d'entendre et écoutent véhicules hybrides, batteries, PPE et autres, mais ils s'en fichent éperdument. Et on fait de la contre-publicité, de la contre-information, de la contre-éducation sur les taxes écologiques. Ils ne pensent qu'à une seule chose. Ils pensent qu'à une seule chose, c'est qu'ils n'en peuvent plus de payer des impôts. Ça vient juste après tout le reste. Ça vient après l'augmentation de la CSG pour les retraités. Ça vient après l'augmentation des factures d'électricité, de gaz, de tabac, du forfait hospitalier. Et boum! L'essence et le gazole leur tombent sur le nez. Et eux, ils n'ont que ça en tête. Le reste, mais notre débat est très intéressant. C'est des sujets que nous connaissons par cœur l'un et l'autre. J'étais le rapporteur de tous les textes de loi quand j'étais député sur l'énergie. Et depuis que je suis sénateur ici, ce sont que des sujets qui sont passionnants. Et on peut en débattre longtemps. Mais eux, ils s'en fichent. Ils s'en fichent éperdument. Et c'est pour ça qu'ils risquent d'être assez violents samedi, car ils ont l'impression que, ils expriment un ras-le-bol énorme et qu'on est en train de détourner le débat, on tente de détourner l'attention. On essaye d'aller plus loin, on essaye de voir des pistes, de proposer on a raison, mais en ce moment, ils ne sont pas capables d'écouter et d'entendre un débat intelligent comme celui qu'on essaie d'avoir. C'est pas ça qui les intéresse du tout. Il y a quand même quelque chose deux choses. D'abord, une petite réaction sur ce qui était dit. Moi, je crois que l'avenir est beaucoup à la décentralisation énergétique, notamment à la campagne. Que à partir de là, il y aura un espèce de complexe entre la voiture et la maison. Par exemple, photovoltaïque, vous stockez la nuit dans votre voiture et vous repartez le lendemain matin. Donc moi, je pense qu'on ne va pas forcément avoir 9 centrales nucléaires de plus pour faire ça. Mais ce que je voulais vous dire, ce qui me paraît intéressant, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire M. Poniatowski, c'est que quand vous regardez un peu l'histoire, on a eu l'essence beaucoup plus chère que ce qu'on a aujourd'hui. Là, on est autour d'1,40 € et des brouettes. On est monté à presque 2 €. Mais nous, les plus chers d'Europe aujourd'hui. Hein. Même les Italiens on est deuxième. font moins bien. Non, ça y est, mais M. Poniatowski parlait de la goutte d'eau. Oui, non, mais j'entends bien. Mais justement, ça met de l'eau à son moulin, si je puis dire. Si les gens réagissent si mal à un prix qui n'est pas le plus élevé que celui qu'on a connu quand même. Hein. On a eu bien pire que ça. Et en plus, ça baisse un peu. Le prix du brut baisse. Oui. Cette semaine, ça a baissé de 3 à 5 centimes selon les carburants. Si je puis me permettre, c'est que... Donc il y a bien un ras-le-bol qui est plus global. Il y a eu plus cher, effectivement, comme prix. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que le prix du gazole rattrape le prix de l'essence. C'est pas l'essence qui a baissé, c'est le gazole qui a monté. Or, la France est suréquipée en diesel parce qu'on a défiscalisé le diesel et que depuis des dizaines d'années, notamment pour favoriser l'industrie automobile française qui était leader en matière de diesel, on a incité les Français à se doter de diesel, ce qui fait qu'on a une majorité de véhicules diesel en France, ce qui fait qu'à la limite, et ce qui met en colère les Français, c'est qu'effectivement, je ne sais pas le chiffre exact, mais à 55-60%, ils sont possesseurs de diesel. Avant, ils étaient 15 ou 20 centimes en dessous de l'essence, et eux, avec un prix, vous avez tout à fait raison, qui n'est pas le plus élevé tant pour l'essence, sans doute que pour le gazole, ça va vérifier quand même, qu'on n'ait jamais eu. Les gens à 60%, 55% en France qui roulent en diesel, eux, ils voient une sacrée différence, alors que ceux qui roulent à l'essence, effectivement, ils ne sont pas si choqués que ça parce qu'ils ont vu pire, je suis d'accord. Jean-Baptiste Djebbari. Là, effectivement, on parle des faits et on parle aussi de la perception. Et évidemment, le 17, c'est un mouvement qui est aussi un peu émotionnel, où il y a la perception d'être attaqué de toutes parts. Et nous, on doit répondre par notre politique du pouvoir d'achat, qui est réelle et qui porte déjà ses fruits. L'INSEE le dit, 1,6% d'augmentation du pouvoir d'achat réellement en 2017 pour les Français. En augmentant les revenus, c'est notamment l'effet des baisses des cotisations, 200 € par an en moyenne, en diminuant les impôts sur les ménages, c'est à peu près 6 milliards d'euros cette année, et c'est assez massif, et c'est à peu près également 200 € par an, et en luttant contre l'inflation, parce que c'est comme ça qu'on amortit un peu le pouvoir d'achat. Ça, c'est ce qui va venir. C'est déjà le cas en 2017. Aujourd'hui, il ne semble que... C'est déjà le cas en 2017. Toutes les factures. Et c'est ce que nous poursuivons au fil du temps et dans les 3 années qui viennent. Donc nous, quelque part, notre pari, c'est que, 1, c'est déjà un peu efficace et ça va continuer à l'être. Et 2, on essaie de rationaliser le débat pour dire qu'on comprend la grogne.
qu'on répond sur le fond et qu'on essaye un petit peu de démêler le vrai du faux, de la perception et parfois de l'instrumentalisation politique. Vous l'avez compris, dans ce dossier, il y a les enjeux environnementaux, mais il y a effectivement ces enjeux sociaux. L'objectif de ce train de mesure était aussi de faire un geste envers les ménages les plus modestes et les classes moyennes dans tout cela. C'est la question que pose Laurent Wauquiez. Écoutez. Comme d'habitude, le plan qui a été annoncé par le Premier ministre laisse de côté les classes moyennes. Parce que, comme toujours dans notre pays, on met des seuils et que la France qui travaille, celle qui précisément est fortement pénalisée, en large partie sera oubliée. Toutes ces petites mesurettes, est-ce qu'elles compensent l'explosion de la facture sur l'essence et le diesel? Non. Ladislas Poniatowski, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Effectivement, ce sont encore, j'allais dire, les classes moyennes qui trinquent? La tentative, c'est justement d'aider les plus défavorisés, incontestablement. Le chèque énergie, qui est une chose que j'avais proposée lorsque j'étais rapporteur. Au début, c'était pour aider les Français à payer leurs factures d'électricité et de gaz. On l'a étendu dans un deuxième temps pour leur permettre de payer leurs factures de chauffage à fioul ou au bois. Et donc aujourd'hui, c'est de leur permettre à certains d'entre eux et d'augmenter le nombre. Parce que le chèque énergie, il n'y avait que 4 millions de Français qui pouvaient en bénéficier. Tous ne savaient pas l'utiliser. Là, on veut en toucher un peu plus, 6 millions. Toujours, théoriquement, les Français les plus modestes. Oui, ce ne sont pas les classes moyennes. Mais c'est un instrument qui n'a pas marché. Le volet intéressant, c'était d'aider les Français, ceux qui voulaient, les plus modestes, faire des travaux d'économie d'énergie dans leur appartement. Et là, fiasco complet, parce que c'est un truc compliqué. Les gens, quand ils voient la feuille, toutes les questions auxquelles il faut répondre et autres, eh bien, ils sont découragés et ils ne font pas les travaux. Mais les sommes, mais non, mais surtout les sommes sont des petites sommes individuellement. Et ça aide à peine. C'est comme le coup de main de la région Hauts-de-France. C'est une des mesures envisagées, pas prise encore par le gouvernement, de donner un petit coup de main qui est pas beaucoup, mais qui est 25 € par mois aux plus défavorisés. Oui, essayons, même si c'est modeste, même si c'est une goutte, même si ça n'apporte pas grand-chose. Mais vous savez, la seule vraie bonne mesure, c'est de diminuer la taxe. On a voulu faire croire que l'augmentation, c'était dû à cause de l'augmentation du Brit. Quand vous payez votre facture d'essence ou de gazole, 60%, ce sont les taxes qui vont dans la poche de l'État. Et ça a rapporté en 2017 36 milliards, ça va probablement rapporter en 2018 38 milliards. C'est là-dessus qu'il faut diminuer. Arrêtons de chercher des mesurettes de tous les côtés. Diminuer ces taxes. Et là, si vous voulez désamorcer ce mouvement de colère qui va durer, qui ne va pas s'arrêter le 17, eh bien, diminuons les taxes. Je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur cette question. Oui, allez-y, Jean-Baptiste Djebbari, sur cette question des classes très défavorisées et des ménages modestes aussi. Moyens. C'est juste, et en même temps, les 3/4 de l'augmentation, ce n'est pas les taxes, c'est l'augmentation du prix du baril de pétrole. Moi, je reviens d'un point sur les mesures, notamment qui vont permettre d'améliorer l'efficacité énergétique et de payer la facture. Il y a une mesure très forte sur les chaudières, et notamment les chaudières à fioul, parce que ça, en ruralité, vous payez facilement 2 000 € par an pour pouvoir vous chauffer. Ce que nous allons mettre en place, et ça fera partie de la PPE, c'est non seulement d'augmenter le dispositif, de financer le remplacement de la chaudière, de financer ce qui n'était pas fait jusqu'à présent, les frais d'installation et le dépôt de la Q-Fuel. Ça, c'est extrêmement concret. Alors, c'est peut-être pas sexy à vendre sur un plateau de chez BFM, mais ça vaut le coup d'explication. Merci de ne pas nous citer, nous, parce que nous en parlons. Et justement, voilà, je fais le judo, le distinguo. Mais c'est extrêmement concret pour les Français, notamment en ruralité, mais ça veut dire qu'il faut faire toute l'explication et dire réellement ce que nous faisons. Moi, je suis en désaccord avec M. Poniatowski. Je pense qu'il faut absolument on a intérêt sur tous les plans à réduire notre facture pétrolière, sur tous les plans. Que ce soit notre dépendance énergétique, que ce soit pour des questions géostratégiques, prendre tous les sujets, je ne parle pas de la pollution, on a intérêt à réduire notre facture. Bon, donc, une des manières de le faire, c'est effectivement le prix. Donc moi, je ne suis pas pour détaxer ou pour aider les gens à payer la facture. Par contre, je suis pour aider beaucoup plus les gens à permettre de réduire leur quantité. C'est-à-dire de ne pas jouer sur le prix, mais sur la quantité. Quand vous permettez à quelqu'un de changer sa chaudière, ne serait-ce que simplement la chaudière, même pas forcément le procédé pour la chauffer, et que vous lui permettez de gagner 30% de produits dans l'année, eh ben c'est une sacrée économie. Si vous lui permettez de passer d'un véhicule qui fait 8 litres au 100 à un véhicule qui fait 4 litres au 100, vous pouvez avoir le même prix. Il n'empêche que la quantité va considérablement réduite. Acheter le véhicule. Mais c'est pour ça, M. Poniatowski, que je défends l'idée
que ce supplément qui va dans les poches de l'État n'y reste pas et reparte dans la poche des ménages précisément pour permettre le changement. Je crois que c'est là où on a vraiment un volet. Vous avez aussi les certificats d'économie d'énergie, personne n'en parle de ça. C'est quand même un moyen formidable qui ne coûte pas un centime aux gens. Hein. C'est €1. Ça n'a marché qu'avec les entreprises. Vous savez très bien. Pas seulement. Il y a les précarités énergétiques, ça marche. Hein. Moi, je synthétiserai un peu ce qui vient d'être dit en faisant remarquer qu'effectivement, oui, il faut qu'on aille tous dans la même direction, c'est-à-dire des véhicules. Moi, je ne suis pas trop partisan de l'étape intermédiaire du diesel moins polluant. Je pense que c'est une bêtise quand on voit quelles sont les mesures qui sont prises maintenant pour mettre totalement un terme à la circulation du diesel en France et dans les grandes métropoles à échéance très brève, très très brève. Donc je pense que passer par cette étape-là, c'est encore compliquer les choses, ça va encore coûter de l'argent, il va encore falloir rajouter pour les ménages les plus modestes de l'argent, et puis après ça, dans 4 ou 5 ans, on vous dira, votre diesel, maintenant il faut passer à l'électrique. Je pense qu'il vaut mieux aller tout de suite aux véhicules vertueux. Et moi, ce que je dis, c'est quelque part, si vraiment, on ne peut pas faire autrement que de maintenir les taxes telles qu'elles sont, ne serait-ce que dans un objectif écologique, et j'allais dire peut-être un choc psychologique, écologique. Au moins, puisque le gouvernement nous dit, ces sommes-là, c'est pas fait pour nous désendetter, c'est pas fait pour le budget général, c'est pas fait pour faire autre chose, c'est fait pour assurer la transition écologique, ok. C'est vrai qu'il y a ce doute, il y a cette crise de confiance. Ça vous rapporte combien? Ça vous rapporte combien? Vous avez combien de plus dans vos poches grâce à ça? Très bien. Eh bien, cette somme-là, vous allez l'utiliser pour permettre effectivement la transition écologique, les ménages modestes, le changement de voiture, le changement de mode de chauffage. Or, les mesures qui nous sont annoncées ce matin, d'après ce que j'ai pu entendre dire, ça représente 10% du gain obtenu par l'augmentation de la taxe. Jean-Baptiste Djebbari, vous avez remarqué qu'il y a cette crise de confiance? Il y a un peu de désinformation sur le sujet du budget, notamment du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le produit de la taxe, la TICPE, c'est 34 milliards. Le budget du ministère, c'est 34 milliards. Vous savez que sur la taxe, à peu près la moitié, 12 milliards, sont alloués aux collectivités territoriales. C'est comme ça qu'on fait un budget. Il y a des taxes qui sont affectées, puis il y a un budget qui finance des choix politiques. Et le budget du ministère, il a augmenté d'1 milliard cette année. C'est 34 milliards, c'est massif. C'est peut-être pas encore assez, mais c'est massif et on fait plein de choses. Donc moi, je veux rétablir cette vérité qui consiste à dire qu'on pique de l'argent aux Français pour le mettre ailleurs. On investit massivement sur la transition et par ailleurs, on vit quand même en France depuis 40 ans à crédit, puisque tout ce qu'on collecte comme impôt et comme taxe n'est pas compensé par ce qu'on dépense. On dépense toujours plus depuis 40 ans qu'on collecte. Vous êtes d'accord, Corinne Lepage? Il y a un peu de désinformation autour de ça? Non, moi parce que je crois que d'abord on ne peut pas faire une analogie complète entre le ministère de la Transition énergétique et écologique, qui aujourd'hui couvre énormément de secteurs. Ça couvre l'énergie, ça couvre les transports. L'économie circulaire, les déchets. Oui, je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis simplement que ça couvre beaucoup de secteurs, y compris des subventions au monde économique, et c'est normal, on en a besoin, donc je ne le critique pas. Mais ce que je dis, c'est que si vous voulez que les Français puissent vraiment, et tous les Français, puissent vraiment s'associer à ce mouvement, il faut qu'on les aide, eux, pas le ministère, eux. C'est-à-dire que ça aille dans leur poche à eux, qu'ils puissent se payer une autre chaudière, une autre voiture, etc. Voilà, c'est simplement concret, ça. Ancré dans le c'est extrêmement concret, c'est très concret. Je ne suis pas vraiment d'accord. Quand vous dites que le budget du ministère de l'écologie va à la politique de la transition énergétique, oui, mais ne dites pas que le produit des 2 taxes principales sur l'essence et le gazole vont à l'écologie. Pas du tout. La grande majorité de ces 36 milliards vont totalement ailleurs. Et d'ailleurs, dans la colère, si vous les écoutez bien, là, vous avez bien fait votre boulot, vous, les journaux et les télés. Non, non, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on les voit bien dans ce qu'on appelle les trottoirs. Ils disent, on ne sait pas où va tout ce fric. Ils n'ont pas tort, parce que ce fric est noyé dans d'autres dépenses de l'État et pas du tout dans les dépenses écologiques. Le français, vous ne le changerez pas, il est bourré de bon sens. Et cette réaction spontanée, elle est compréhensible. Il est bourré très compréhensible. Et donc le budget de l'État, ça finance l'emploi, l'éducation, la défense, la sécurité. Et ça, je crois que c'est simplement notre richesse collective d'essayer de le faire comprendre. Redoublons de pédagogie sur le sujet. Et c'est la fin de ce grand débat. Merci à tous les 4. En 5 secondes peut-être? Oui, il y a malheureusement une gagnante dans tout ce débat. C'est celle qui est en train de prendre le tête
la course Marine Le pour Pen. les européennes, Marine Le Pen. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. C'est la fin de cette émission. Mais attention, on se retrouve en direct à nouveau dès 22h tout à l'heure sur Public Sénat. Emmanuel Macron, vous le savez, s'exprime ce soir dans le 20h de TF1 sur les carburants et sur tout un tas d'autres sujets. Donc on va analyser les propos du chef de l'État avec nos invités sur ce même plateau sous différents angles. Je vous donne donc rendez-vous dans 2h30 très précisément. À tout à l'heure sur Public Sénat.